Bienvenue. Vous écoutez Les Cœurs Audacieux. Les Cœurs Audacieux. Un podcast proposé par l'INSA Lyon. Il est difficile d'imaginer à quoi ressemblera le monde de demain. Mais ce que nous savons, c'est que la science et la technologie sont parmi nos meilleures armes pour bâtir un futur plus durable. Et dans cette course contre la montre, c'est aux ingénieurs qu'il revient de façonner notre avenir en relevant des défis toujours plus grands. Il est donc essentiel que ceux qui conçoivent, fabriquent et parfois même dirigent, agissent en hommes de science, mais aussi et surtout en citoyens éclairés. Alors dans ce podcast, nous sommes partis à la rencontre d'ingénieurs qui, en écoutant leur cœur et leurs convictions, ont fait le choix de l'audace, quitte à s'aventurer parfois sur des chemins inconnus, voire incertains. Des hommes et des femmes empreints de modestie qui mettent aujourd'hui leur savoir-faire au service du bien commun. Les ingénieurs ont un rôle clé à jouer dans l'avenir de l'humanité et ceux que nous avons rencontrés ont déjà commencé à le prouver. Toutes sortes de possibilités de plus en plus riches, de plus en plus fécondes sont offertes aux hommes. Les hommes feront tous ensemble le grand monde de demain, ou bien ils courront à la catastrophe. Le risque n'est pas exclu, mais l'aventure vaut d'être tentée, et je crois qu'elle gagnera, et que ça réussira. Notre invitée aujourd'hui s'appelle Sylvie Barrault. Elle est spécialiste en hydrologie urbaine et aussi enseignante-chercheur. Et Sylvie fait partie de ceux qui pensent la ville de demain. Une ville plus durable et plus résiliente aux effets du changement climatique. Pour elle, l'eau ne doit plus être vue comme une contrainte à gérer, mais comme une ressource à préserver et à valoriser. Bonjour Sylvie. Bonjour. Sylvie, vous êtes hydrologue et chercheur. Est-ce que vous pouvez nous expliquer d'abord, dans un premier temps, ce qu'est l'hydrologie urbaine ? Alors l'hydrologie urbaine, c'est l'étude du cycle de l'eau en milieu urbain. Donc en gros, toutes les transformations que subit les eaux, et notamment les eaux de pluie, des précipitations jusque dans les milieux. Donc voilà, en gros, si je pouvais le décrire succinctement. Pourquoi est-ce que vous vous êtes intéressée et spécialisée sur l'hydrologie en hydrologie urbaine ? Alors moi, je suis venue à l'hydrologie urbaine, je dirais peut-être plus par la ville que par la gestion de l'eau. Donc moi, je suis ingénieure en génie civil et urbanisme de l'INSA de Lyon. Et donc, j'ai travaillé sur les aménagements urbains. Et je me suis très vite rendu compte dans mes études, dans mes études d'ingénieur, que la gestion de l'eau en milieu urbain, c'était quelque chose d'extrêmement problématique. Et donc, j'ai désiré faire une thèse sur ces aspects-là, et c'est ce qui m'a amené à travailler sur la gestion des eaux pluviales, d'abord sur les problèmes d'inondation en milieu urbain, et puis ensuite sur les problèmes de gestion des flux d'eau et de la pollution en milieu urbain. C'est intéressant. Vous dites qu'en vous intéressant à la ville, vous vous êtes rendu compte que l'eau, finalement, c'était le centre de toutes les problématiques d'urbanisme, finalement ? Alors, je ne sais pas si c'est le centre, mais en tout cas, c'est un gros morceau. C'est un gros morceau et qui se voit pas forcément au départ. C'est-à-dire que pour l'usager, après tout, s'il voit jamais l'eau, s'il n'y a pas de problème d'inondation, il ne s'en rend pas forcément compte. Or, tous les aménagements qu'on va faire, pourtant, doit assurer la sécurité en matière de gestion de l'eau et puis aussi préserver nos milieux récepteurs, nos rivières, etc., dans lesquels on va puiser de l'eau pour l'eau potable, etc. Donc des choses qui sont finalement assez cachées, mais qui sont primordiales, effectivement, quand on fait une gestion d'actifs en milieu urbain, quoi, en termes d'urbanisme. Et alors, avec l'hydrologie urbaine, on s'intéresse donc aux eaux pluviales. Quel est un peu le parcours type que sont censées finalement emprunter ces eaux en milieu urbain ? Alors, je dirais que traditionnellement, les eaux empruntent, se précipitent évidemment lors des pluies, lessivent les surfaces urbaines. Elles entraînent un certain nombre de matériaux qui sont liés à la ville et puis aux activités humaines. Et traditionnellement, elles allaient dans un réseau. Elles étaient collectées dans un réseau. Donc elles ruisselaient, s'infiltraient très peu, évaporaient relativement peu, et évapotranspiraient encore moins, puisqu'on avait quand même peu de végétation encore, même si on a une tendance aujourd'hui un petit peu à l'inverse, où on va réintroduire de la végétation. En tout cas, on avait un gros flot à gérer de ruissellement et qui s'engouffrait dans des réseaux.
d'assainissement. Ces réseaux d'assainissement, alors qui sont soit séparatifs, soit unitaires. Donc séparatifs, ça veut dire que les eaux pluviales et les eaux usées qui viennent des industries, de nos activités étaient séparées, soit séparées, les eaux pluviales d'un côté, les eaux usées dans un autre, mais toutes aboutissaient à un moment ou à un autre au milieu récepteur, que sont les cours d'eau la plupart du temps. Quel regard est-ce que vous portez, vous, sur la relation qui unit finalement la ville à l'eau ? Parce que l'eau, c'est un élément essentiel dans la ville, pour la vie biologique, écologique, et en même temps, c'est source de risques avec les inondations dont on a parlé précédemment. C'est une relation qui est complexe ? Alors c'est une relation qui est extrêmement complexe, effectivement. Alors elle a été longtemps, enfin moi je l'ai abordée comme ça quand j'étais plus jeune, c'était l'eau menace, c'est-à-dire qu'il fallait se préserver de la menace liée à l'eau. Alors je répète, les inondations, les risques de pollution, bref, on essayait de s'en débarrasser le plus vite possible, hein, les envoyer le plus loin possible, de manière à pas avoir à les gérer, ou en tout cas à les voir. Aujourd'hui, on se rend compte que l'eau, c'est quand même un élément qui n'est pas qu'une menace. C'est un élément qui peut alimenter de la végétation qui peut être source de biodiversité en ville, qui peut être source également d'îlots de fraîcheur en ville. Alors, en ce moment, là, on est bien conscient de ce genre de choses, mais l'eau, c'est aussi ça. Ça alimente la végétation, ça alimente les rivières. Hein. Les rivières, on a besoin de l'eau. On a des usages de l'eau quand même pour irriguer, pour boire, comme eau potable, comme source d'eau potable, etc. Donc l'eau, c'est pas qu'une menace, quoi. C'est vraiment une opportunité. Et puis ça permet de faire du paysage aussi, l'eau. Si on peut réintroduire un peu de paysage en ville, en termes d'urbanisme et d'aménagement, c'est autant d'éléments de gagner, quoi. Donc voilà, c'est quelque chose d'extrêmement complexe parce que c'est une menace, effectivement, s'il y a trop d'eau ou pas assez. Hein, ça va être ça aussi peut-être dans les années à venir, ou pas assez d'eau, ça constitue une vraie problématique à traiter, mais c'est aussi une opportunité de gérer les eaux et de la faire réémerger et de s'en servir, de s'en saisir pour faire autre chose que une évacuation des ruissellements en milieu urbain, quoi. Mmh. Et justement, c'est intéressant ce que vous dites, et pour revenir même à la façon dont on a pensé l'espace urbain dans un premier temps, c'est que vous parliez justement de l'eau qui peut être considérée comme une menace, même comme un déchet à l'époque. À l'époque, finalement, l'espace urbain était bétonisé, imperméabilisé. C'est ça aussi qui, en gros, comme vous disiez juste précédemment, on faisait tout pour se débarrasser de l'eau. Oui, c'est ça. Voilà, la ville, ça a été très longtemps source d'imperméabilisation. Hein, les routes, les bâtiments, et puis on n'aimait pas avoir les pieds dans l'eau. Donc moins on la voyait, plus on l'évacuait rapidement. Hein. On avait des petites surfaces qui étaient construites. On avait une bouche d'égout là qui absorbait l'eau, qui la conduisait dans un réseau. Mais enfin, de manière à ce qu'on la voit pas. Donc effectivement, toute cette artificialisation finalement des sols urbains a conduit à un certain nombre de problèmes. Et c'est pour ça qu'aujourd'hui, on revient un petit peu sur cette notion d'imperméabilisation qui a posé des problèmes, hein, et qui faisait voir l'eau comme une menace pour se savoir s'en saisir autrement. Quels sont les principaux problèmes qui sont survenus ? C'était quoi ? C'était la pollution des milieux récepteurs, par exemple, les inondations ? C'était quoi un peu les problèmes majeurs ? C'était ça, oui. Donc c'était effectivement les inondations. Hein. Toutes les villes modernes connaissent des inondations de réseau. Hein. Je ne parle pas des inondations de rivières, hein. Je parle des inondations de réseau. C'est-à-dire qu'on n'a pas assez de capacité pour engouffrer l'eau à certains moments, essentiellement parce qu'on imperméabilise de plus en plus. Donc l'eau se perd de moins en moins, en fait. Hein. En imperméabilisant, donc on amenait de plus en plus d'eau. On lessivait aussi les eaux sur des grandes distances, hein, sur les rues, sur les caniveaux, etc. Donc on a engouffré de la pollution, on a concentré de la pollution vers les milieux récepteurs. Et puis quand l'eau arrive dans les milieux récepteurs, évidemment qu'on a des perturbations écologiques, on a des perturbations physiques aussi, hein, on a des problèmes de géomorphologie par exemple, hein, on a des incisions de rivières, hein, donc des morceaux entiers de rivières qui partent, en fait, liés à ces injections ou à ces rejets de temps de pluie en milieu urbain. Et d'autant que j'imagine que les dommages, notamment liés aux inondations dont vous parliez, sont faramineux pour les collectivités notamment.
C'est un vrai problème et c'est accru aujourd'hui. Notamment, il y a eu une loi sur l'eau qui a été, qui a subi un certain nombre de transformations. Mais maintenant, effectivement, les rejets d'eau de pluie qui créent des perturbations très importantes. Parfois, on ne peut plus prélever pour l'alimentation en eau potable tellement on a des apports ponctuels d'eau. Voilà. Sur les littoraux aussi, par temps de pluie, ça déclasse les règles de baignade. Donc, on ne peut pas se baigner après un événement pluvieux. On a des perturbations même de la mortalité piscicole, par temps de pluie dans les rivières. Donc, là aussi, des perturbations qui sont pas anodines et dont les collectivités ont à rendre des comptes, notamment liés à la loi sur l'eau, où on a un certain nombre de règles maintenant à respecter, qui sont liées à des directives européennes et qui peuvent leur coûter cher. Et vous, face à cette situation, vous avez donc choisi de concentrer finalement vos recherches sur l'amont, sur la gestion des eaux à la source, c'est ça ? Oui, voilà. Donc l'idée, c'est effectivement d'inverser un petit peu cette tendance de la concentration, de la centralisation et de l'imperméabilisation en déconcentrant, décentralisant, en infiltrant les eaux le plus à la source. Puisque si vous infiltrez les eaux, quand elles tombent sur un sol, par des surfaces végétalisées, par des dispositifs infiltrants, vous réduisez évidemment les volumes, vous réduisez également le lessivage sur les surfaces, vous alimentez les sols. Donc, en alimentant les sols, on alimente aussi potentiellement la végétation. Donc, partant de sécheresse, on peut avoir un petit stock qui se forme. On augmente aussi ce qu'on appelle l'infiltration de subsurface. Donc, cette infiltration superficielle qui va alimenter les rivières, mais de manière beaucoup plus propre, puisque ça va être filtré par les sols. Et puis, on augmente aussi l'alimentation des nappes phréatiques, donc l'infiltration profonde. On gagne, je dirais, sur tous les tableaux, et on gagne aussi, si on a végétalisé pour pouvoir infiltrer, on gagne également sur les processus d'évapotranspiration, donc îlots de fraîcheur, etc., et moins d'eau à gérer, effectivement, in fine, pour les réseaux. Et alors, grâce à toutes ces solutions, avec le recul, comment est-ce que vous voyez les résultats de ces solutions mises en place ? Alors, on a beaucoup travaillé dans le cadre d'un observatoire de terrain en hydrologie urbaine depuis une vingtaine d'années, où on suit des dispositifs d'infiltration, parce que sur Lyon notamment, alors on a beaucoup travaillé avec le Grand Lyon, avec la métropole du Grand Lyon, pour travailler justement sur ces inflexions, sur cette modification de gestion des eaux pluviales. D'ailleurs, ils ont mis en place une politique dite ville perméable. Donc on est exactement dans cette problématique-là. Et nous, on avait travaillé en amont avec eux sur ces problématiques. Et ce qu'on voit, c'est qu'effectivement, on gagne à la fois sur le plan environnemental, sur le plan de l'urbanisme, et on gagne aussi sur la gestion des flux d'eau, et donc potentiellement des inondations, etc. Donc on a fait des observations in situ, c'est-à-dire sur des dispositifs qui fonctionnent. On l'a fait également sur le campus de la Doua. Là, on a eu un gros projet où on a instrumenté différents dispositifs, des noues, c'est-à-dire des fossés végétalisés, des tranchées de cailloux, de gravier, des chaussées à structure réservoir, mettre de l'eau dans les chaussées. Donc on a regardé tous ces dispositifs et on voit qu'en fait on a effectivement, ces dispositifs sont vertueux. C'est ça, parce que j'allais vous demander pour le commun des mortels, quand vous parlez de dispositifs d'infiltration, c'est vrai que c'est pas évident de se représenter concrètement à quoi ça ressemble. Là, vous venez d'en citer quelques-uns, c'est ça, c'est des fossés, c'est des chaussées qui finalement absorbent l'eau, si je dois le vulgariser. Oui, ça absorbe l'eau. Par exemple, une chaussée réservoir, vous avez un revêtement qui est drainant, donc qui est perméable, qui laisse passer l'eau. C'est stocké, dans le cas de grosses pluies, c'est stocké provisoirement dans un massif de cailloux, finalement, qui est une espèce de bassin, une espèce de réservoir, et puis ça s'infiltre dans le sol. Une noue végétalisée, c'est une petite dépression dans le sol qui est végétalisée, avec une végétation qui peut être rase ou qui peut être arbustive ou bien avec des arbres. On a des arbres de pluie aussi. Et on conduit les eaux. Donc là, c'est là qu'il faut que l'urbaniste travaille finement. C'est-à-dire qu'il faut que les eaux soient conduites vers ces espaces. Pour le commun des mortels, il ne le voit pas, souvent. Il voit de la végétation, il voit des pelouses légèrement en dépression, paysagées. Donc pour lui,
c'est très transparent, on va dire. Mais en fait, ce sont des dispositifs, ce sont des ouvrages, hein, ce sont des ouvrages de gestion des eaux pluviales. Il peut y avoir des bassins d'infiltration, donc à de pluie ou ce qu'on appelle les jardins de pluie, donc qui sont des jardins dans lesquels on vient convoyer l'eau par la surface, mais très tôt dans le cycle de l'eau, c'est-à-dire qu'on ne va pas attendre que ça ruisselle beaucoup, que ce soit amené par des réseaux, etc. On essaie de la traiter dès qu'elle tombe sur la surface urbaine, quoi, de manière à ce qu'elle ne se charge pas trop en polluant. Et notamment grâce à ces dispositifs, on arrive aussi à arrêter pas mal de polluants, c'est ça ? C'est-à-dire que ça agit notamment sur finalement le cycle vertueux de l'eau et la durabilité des espaces urbains finalement, mais aussi et notamment sur la pollution. Alors oui, c'est ça qui est intéressant, c'est que ça joue. Le premier facteur, c'est que ça lessive moins, donc ça arrache moins la pollution qui est déposée sur les surfaces. Donc on a moins d'eau quand on la traite rapidement dans le cycle de l'eau. On a moins ces éléments ces phénomènes de lessivage et d'arrachage d'érosion de la pollution. Et puis après on a un filtre. Alors notamment sur les dispositifs végétalisés, on a un filtre. Donc le sol, hein, c'est pas les plantes qui dépolluent, mais c'est le filtre planté, hein, la structure du filtre planté qui va arrêter les polluants par filtration. Et puis aussi parce que ces dispositifs végétalisés, ils absorbent de l'eau. Et donc, s'il y a moins d'eau à la sortie, il y a moins d'eau associée aux polluants à la sortie. Donc là aussi, en limitant ou en interceptant des volumes d'eau, on intercepte aussi la pollution qui peut être associée. Donc on a ces triples actions, limitation du lessivage, filtre dans les corps de ces différents dispositifs et le fait qu'ils absorbent de l'eau et donc qu'ils limitent les quantités qui vont être rejetées. Et quel type finalement de polluants est-ce qu'on pouvait trouver ou est-ce qu'on peut trouver encore dans ces eaux dont on parle ? On va trouver des métaux qui sont des métaux lourds, hein, qui vont être liés à, le ruissellement sur les surfaces, sur les bâtiments, le ruissellement sur les glissières de sécurité quand on est sur des routes, les freins de voiture, il y a des relargues des dispositifs. Donc on trouve pas mal de métaux en fait, de métaux lourds qui sont liés à tout un tas d'autres choses, aussi aux émissions de différentes activités qui vont rejeter dans l'air et faire en sorte que ça se dépose sur les surfaces. Donc des métaux lourds. On va trouver des hydrocarbures, beaucoup, et notamment ce qu'on appelle les hydrocarbures aromatiques polycycliques, qui sont pour pas mal d'entre eux des perturbateurs endocriniens et des cancérigènes aussi, et qui sont fixés par des particules dans l'eau, comme les métaux. Et puis on va trouver tout un tas d'autres additifs en fait qu'on trouve sur les peintures des bâtiments, les peintures au sol, les différents matériaux en fait qu'on va trouver en milieu urbain, donc des alkylphénols, des retardateurs de flammes. D'accord. Donc finalement toutes ces solutions sont en effet les effets sont triples et vous le constatez depuis longtemps. On constate à vous entendre que finalement le mariage entre la ville et l'eau a changé, on a changé notre regard sur l'eau et comment l'utiliser. Finalement, on est plus dans une logique de construire la ville avec l'eau et non plus contre l'eau. Absolument. Oui, je pense que ça résume bien. Ça a été longtemps un mariage de raison. C'est bien que ça soit un mariage d'amour aujourd'hui, quoi. Enfin, pour être imagé, mais c'est ça. C'est-à-dire que vraiment que ça serve, que l'eau serve à l'aménagement et que l'aménagement puisse se faire aussi dans des bonnes conditions. Donc on a cette et se servir des opportunités qu'offre l'eau, quoi. Ça aussi. Repenser la gestion des eaux pluviales, tout ce qu'on vient de se dire, est-ce que c'est d'autant plus important que les effets finalement du réchauffement climatique se font déjà sentir et qu'on fait face à des phénomènes de plus en plus intenses ? Ah ben oui, complètement. C'est vrai que ces dispositifs aussi sont aujourd'hui de plus en plus utilisés et valorisés auprès des collectivités comme étant des éléments d'adaptation au changement climatique, même si le changement climatique va imposer sans doute de nouvelles règles de conception de ces dispositifs, puisqu'on va avoir des pluies qui vont être à la fois plus intenses et ponctuelles dans le temps, et avec probablement des périodes de sécheresse plus intenses, donc sur lesquelles la végétation qui peut être intéressante à certains moments, il ne faut pas qu'elle périclite. Donc dans la façon qu'on aura
de concevoir ces dispositifs, il va falloir les concevoir sur ces grandes séries climatiques qui sont différentes de celles qu'on a connues précédemment. Mais globalement, ça va plutôt dans le bon sens, quoi. Là aussi, hein, on fait des études pas mal au niveau de notre laboratoire sur cette question des chroniques de changement climatique qui ont pu évoluer, et comment est-ce qu'on peut s'en saisir pour mieux concevoir ces dispositifs. Je regardais certaines projections et il semblerait que finalement les villes s'apprêtent à accueillir, en tout cas, grosso modo, 80% de la population mondiale d'ici 2030, ce qui prouve qu'il est d'autant plus urgent de penser des villes résilientes aux effets du changement climatique. Quels sont finalement les plus grands risques que craignent les villes face à tous ces bouleversements qui risquent de survenir ? C'est le manque d'eau, ou c'est effectivement des épisodes à la fois d'inondations très sévères et de sécheresse très intense. Donc effectivement, si on ne fait pas, et puis le problème de santé, bien sûr, l'augmentation des températures, alors à plusieurs niveaux, hein. On parlait des îlots de fraîcheur, donc ça c'est premier élément pour la santé, mais on sait aussi que les températures plus importantes vont modifier la composition bactérienne ou de virus qui sont dans les eaux, mais dans l'air, etc. Et donc, potentiellement, on peut aussi avoir des problèmes de santé de ce type-là, quoi. Donc, effectivement, on a besoin d'avoir des villes résilientes. Et je trouve qu'il y a un vrai effort aujourd'hui, par rapport à ce que j'ai connu au début de ma carrière, où toutes ces techniques, finalement, toutes ces solutions à la source étaient considérées comme des solutions un peu écolo pour doux rêveurs, en disant oui, mais enfin, rien ne vaut un bon réseau souterrain qui fonctionne bien, etc. Aujourd'hui, on voit les villes qui ont complètement changé de point de vue et qui misent beaucoup moins sur ces techniques dures, on va dire, entre guillemets. Alors moi, je suis une génie civile, donc je sais de quoi je parle, mais donc c'était rassurant d'avoir cette technique. Et les petites fleurs et les noux, etc., qu'on pouvait mettre dans ces dispositifs, on avait quand même moins confiance en ça. Et aujourd'hui, on voit qu'il y a un retournement de situation dans un certain nombre de collectivités et qui montre que on est beaucoup plus sensible à ça, et l'évolution est très très rapide en ce moment dans les villes sur ces dispositifs, que ce soit dans les villes extrêmement denses comme Paris. Paris, moi, quand on en parlait il y a je sais pas moi 20 ans, on disait mais Paris c'est tout construit, est-ce que vous voulez qu'on infiltre, c'est pas possible, etc. Aujourd'hui, justement, ils ont cartographié les zones où on pouvait infiltrer. À chaque fois qu'il y a une rénovation de trottoir, ils infiltrent dans des fosses d'arbres. Enfin, voilà, donc on sent cette évolution là qui est marquée et qui est rassurante, je dirais, pour les populations quand même. On a bon espoir du coup de voir nos villes qui deviennent de plus en plus durables. C'était d'ailleurs ma dernière question, c'était de savoir, et vous venez d'y répondre, mais de savoir s'il y avait vraiment une prise de conscience collective, notamment au niveau des collectivités. Oui, tout à fait. Oui, je pense que c'est sans doute un des lieux, la ville, aujourd'hui, où il y a peut-être la plus grande prise de conscience et sur lesquelles il y a des actions qui sont en cours, même s'il y a encore pas mal de choses à faire. Mais oui, enfin voilà. Je crois qu'il y a de quoi plutôt être optimiste sur cette question-là. Et super. Merci beaucoup pour cet éclairage qui était vraiment passionnant et qui surtout nous concerne tous. C'était très clair et je vous remercie beaucoup pour votre temps. Merci à vous. Vous venez d'écouter Les Cœurs Audacieux, un podcast proposé par l'INSA Lyon. Je vous donne rendez-vous dans un mois pour un nouvel épisode. En attendant, n'hésitez pas à nous laisser un avis ou à liker l'épisode. Merci.